Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Tiens, on vous présente Simon Coutu. Simon qui a été... est-ce que tu considères que tu as été une vedette pendant une semaine, Simon? Dans l'actualité, disons. Dans l'actualité, ouais, OK. Parce que Simon, à la base, on se rencontre pas pour ce sujet-là, mais faut en parler parce que veut pas. Quand on a jasé, toi et moi, de quand est-ce qu'on pouvait se voir, le sujet n'était pas encore sorti, je pense. Je pense que c'est quelques heures après. Où le sujet est en train de se tramer un peu, puis il y avait de quoi, là, mais c'était pas encore... C'est pas encore le sujet du Québec pendant 4-5 jours. À mon avis, en fait, je pense que la bande-annonce était sortie. OK. Puis déjà, ça a été un pas pire raz-de-marée. Mais c'est vraiment... tout le monde en parle, là, qui a fait en sorte que le vent... Comment s'appelle le documentaire? Alpha. Alpha? Ouais. OK. Puis c'était quoi le but? Parce que ce que tu me disais avant, c'est que t'aimes jaser avec des gens qu'on n'entend pas. Donc, les gens qui sont un peu évités par les médias traditionnels, c'est un peu ça? Oui, ben en fait, les ondes, les angles morts, là, les ondes d'ombre, c'est ce qui me passionne. Je prépare un podcast sur la crise des opioïdes en ce moment. Je me suis intéressé à extrême gauche, extrême droite, opposants en mesures sanitaires, vendeurs de drogue, trafiquants d'armes. Je suis tout le temps un peu dans ces zones-là. Donc, ça veut dire que tu vois ces gens-là qui sont souvent évités, on va le dire. Là. Souvent, il y a... On peut même des fois dire il y a une genre de... C'est une forme de censure qu'on ne doit pas leur donner d'importance. Si on leur donne de l'importance, ils vont en gagner. Ils vont gagner quelque chose de ça. Donc, aussi bien pas en parler tant que ça. Est-ce que ça existe? Moi, le terme censure, je suis plus ou moins à l'aise dans ce cas-là. Je trouve juste que c'est des sujets difficiles. Dans le sens que ce sont des sujets qu'il faut traiter avec doigté. Moi, je veux pas donner de chèque en blanc ou de glorifier quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, je fais un travail... Moi, je suis journaliste, je fais des documentaires, puis, tu sais, je fais un travail journalistique, puis on se prépare, on essaie de proposer un document équilibré par la suite. Puis, franchement, c'est difficile dans ces cas-là. Tu sais, dans le sens... Est-ce que les journalistes sont capables encore d'être neutres? Est-ce que c'est possible encore? Parce qu'on le voit de moins en moins. Je pense que ça ne l'a jamais été. Là. Ça ne l'a jamais été. À mon avis. Dans le sens... Je veux dire, on a prétendu que... Oui, je pense que ça, c'était une fausse promesse. Okay. Je pense que c'est une fausse promesse qui nous a pas aidés comme journalistes en bout de ligne, dans le sens de promettre qu'on est neutre, qu'on est objectif, alors qu'on a tous des billets conscients, inconscients. Ben oui. Tu sais, je veux dire, moi, j'arrive avec mon bagage, puis je veux dire... Puis dans mes documentaires, cela dit... Je le sais d'avoir cette transparence-là aussi, tu sais, de le montrer que tu sais, tu veux montrer que tu es neutre ou tu veux montrer que tu as la neutralité est un objectif à atteindre que j'atteindrai jamais de ma vie. Non. Mais j'ai envie de dire, pour montrer, au-delà j'aime mieux peut-être le terme, le but de l'objectivité à atteindre, puis pour être objectif le plus possible, il faut dire qu'on est subjectif. Oui, je comprends. Mais c'est vrai, mais c'est la vérité, c'est ça. Ça n'existe pas. On a tous nos opinions. Est-ce que tu pars avec des préjugés ou tu pars... Mettons que tu es sur un sujet puis tu te dis, OK, regarde, gang de coucou de calif, que finalement, tu vas partir avec des préjugés. Est-ce que ça peut affecter le documentaire que tu vas faire? Ben, c'est sûr que ça affecte tu sais, dans le sens, il y a un montage, le choix, tu sais, le temps de parole qu'on donne à l'un, le temps de parole qu'on donne à l'autre, le choix de mettre cette statistique-là et pas l'autre. Tu sais, je veux dire, tout ça est hautement subjectif. Mais ça, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de... Je connais plein de journalistes qui n'oseraient pas dire ce que tu dis là. Ils diraient non, nous, on donne les faits, on est le plus neutre, on est même très neutre. Il y en a après, c'est des faits tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Oui, mais tu viens de le dire, tu as raison. Il y a des faits qui sont exposés, il y en a d'autres qu'on retient, et c'est une forme de... Ça en est une forme d'éditorial, de la manière qu'on présente l'information. Elle, je la retiens, elle, je la pousse, puis là, je mets de l'emphase, puis je vais chercher un spécialiste qui va confirmer ce que je veux que ça dise, etc. Pas ce que je veux que ça dise, dans le sens, on veut avoir, comment dire, tout en étant conscient de nos biais, tu sais, on essaie de, comment dire, je fais pas une œuvre militante, dans le sens, c'est
c'est un anglicisme, mais j'ai pas d'agenda. Je veux dire, je suis pas là pour pousser une idéologie ou quelque chose comme ça. Après, c'est un document de 53 minutes. Je veux dire, il y a des publicités à tel moment. Je veux dire, il y a des choix à faire. Ouais. Tout le temps. Puis les choix affectent l'éditorial. Alpha était diffusé sur Télé-Québec. Télé-Québec. Financé par Télé-Québec à 100 Sodec, Télé-Québec, toutes les crédit patentes, là, d'impôt. toutes les choses comme ça. Mais toi, les choix que tu fais, comme tu parlais tantôt, tes sujets, des fois, sont un petit peu plus... ça brasse un peu plus, là. Ouais. On connaît un peu notre Québec, là. On vit un peu dans un monde un peu aseptisé. Tu veux dire, on s'entend-tu que là, toi, tu fais un document alpha, le monde regarde ça, puis on dirait que, moi-même, je connaissais un peu là, l'histoire, ouais. Mais il y a du monde, est-ce qu'il y a du monde qui arrive, ça existe? Ou, y a-tu du monde un peu comme, qui vit comme sur un genre de nuage, puis là, il dit... Toi, tu lui renvoies ça d'en face, puis ils disent c'est quoi cette histoire-là? Je pense que c'est ça qui est vraiment cool avec ce projet-là, dans le sens que je pense qu'il y a un décalage entre certaines générations qui s'abreuvent quasi exclusivement sur les réseaux sociaux, donc les plus jeunes. Bonne affaire, oui. Qui sont... Ça base plus, là. Qui sont 100% au courant d'influenceurs comme Andrew Tate et autres, et leurs parents, qui écoutent notamment Télé-Québec, puis qui n'ont aucune idée de ce que leur kid consomme sur les réseaux sociaux. Puis le doc, puis ça savait le nombre de messages que j'ai reçus suite à ça, a créé des discussions entre parents, ados, là-dessus. Puis ça a clairement ouvert les yeux, tu sais, comme on dit, le monde de droite, ou comme consomment beaucoup leur information en chambre d'écho, mais c'est pareil d'autre bord, là, dans le sens... Oui, c'est ça. C'est donc, oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que... puis je sais que tu regardes, tu viens ici en tant que journaliste, puis tu as fait ton documentaire basé là-dessus, mais... Est-ce que vous êtes conscient, est-ce que les gens sont conscients, sur les spécialistes à qui tu as parlé, est-ce qu'ils sont conscients que quand on va dans un extrême, on en crée un autre? Parce que, tu veux pas, tout le wokisme, tout le côté où ce que les garçons ont été, probablement plus, les garçons ont été malmenés, je te dirais, au cours des dernières décennies, autant en éducation, etc. Donc, ils ont perdu un peu leur place parce qu'on a voulu faire plus de place. Puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est une réalité qui est arrivée. Donc, ils ont déboulé plusieurs marches. Les filles ont pris leur place, certaines communautés ont pris beaucoup de place, puis finalement, il y a le gars, là, on le voit dans toute la diversité, dans le DEI, là, toutes ces choses-là, où souvent d'être un homme hétéro, c'est comme mal, c'est comme quétaine, c'est comme... il y en a une qui le dit même dans un podcast, là, Bastarache ou Barnarache, je ne sais pas trop quoi. Bastarache. Elle a dit, moi, quand je vois des hommes hétéros, là, elle dit, j'haïs ça, je les haïs tellement, mais je les haïs tellement. Et ça, je pense que beaucoup d'hommes se sont sentis comme ça dans la société depuis une couple de décennies, comme je dis. Et dans ce temps-là, ça amène toujours une certaine forme de rééquilibre. Et c'est pas toujours beau. Regarde, moi, je ne partage pas du tout l'idée d'avoir une femme soumise, puis toutes ces choses-là. Par contre, il y a des choses que je trouve intéressantes. Le fait qu'on a tellement jugé les gens qui vivaient de manière un peu plus... comment je pourrais dire, une manière un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire que non, j'envoie pas mes enfants à la garderie, oui, mon épouse, il y en a dans certains cas, c'est même les hommes qui ont resté à la maison, mais mettons que c'est la femme qui reste à la maison, moi j'ai décidé de rester à la maison, j'élève mes 2 enfants, c'est mon chum qui est police, qui travaille, etc., etc. Déjà dans la société, tu regardes ça, tu ne travailles pas, puis tu t'occupes de tes enfants à longueur de journée. Là, tu t'en vas du souper, tu dis à ton chum dans le char, mon Dieu, comment est-ce qu'elle fait pour être à la maison tout le temps? Elle n'a pas de carrière. Il y a ce genre de choses-là qui est arrivé, puis moi, je pense que ça amène toujours un genre de rééquilibre, mais en même temps, c'est que plus tu vas d'un bord à l'extrême, plus ça crée l'autre extrême de l'autre côté. Oui, il y a plein de choses dans ce que tu as dit, mais je pense qu'il y a un peu de vrai. En fait, je pense qu'il y a du vrai dans ce que tu dis, qu'il y a un certain retour du balancier, ou en tout cas, un ressac. Au courant des dernières années, il y a eu toute la culture de l'annulation, le MeToo, la pandémie. Il y a eu
un paquet d'affaires qui ont fait en sorte que je pense que des jeunes hommes... Tu sais, dans le documentaire, on parle d'un mime qui est le mime de l'ours qu'ils appellent. Que des jeunes femmes disent qu'elles se sentent plus en sécurité dans la forêt avec un ours qu'avec un homme. Parce que l'homme va les prendre en photo, va mettre ça sur les réseaux sociaux. Au moins avec l'ours, tu sais à quoi t'attendre. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a un échec de société assez hallucinant comme, quand on entend ça. Ben oui. Après, tu sais, je pense que c'est pas que les jeunes hommes qui sont en détresse, les jeunes femmes. Tu sais, je veux dire, tout le contexte numérique, post-pandémique, inflationniste. Les jeunes, tout au niveau de leur relation, c'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai 57 ans. J'aurais pas voulu vivre dans cette époque-là. Je trouve ça triste ce qui se passe pour les jeunes. Je pense que c'est compliqué. Puis, mais oui, je pense que, justement, pour en revenir à ce que tu disais des jeunes hommes, tu sais, quand d'un bord, le jeune homme se sent nécessairement, en tout cas à l'école, comme l'agresseur, puis la jeune femme a peur de se faire agresser puis se sent pas en sécurité. Il y a comme un fossé déjà là, tu sais, qui est troublant. Après, l'autre truc, c'est que, tu parlais, tu sais, de l'école à la maison, etc. Je pense qu'une des raisons, en fait, une des choses qu'ont en commun les influenceurs à qui on a parlé dans le cadre de ce projet-là, c'est le rejet des institutions, le rejet de l'establishment, de certaines élites politiques, médiatiques. Tu sais, puis c'était la même affaire pendant la pandémie. Moi, j'ai découvert ce monde-là. Tu dois être au courant que je les rejoins sur beaucoup de ces points-là. Je les comprends très bien que ce soit perdu comme ça. Puis c'est un peu pour ça donne exact. Ça donne exactement ce que ça donne. La pandémie a fait beaucoup de ravages. Beaucoup de ravages chez certains. Je pense que oui. Énormément. Puis t'sais, on fait comme semblant que c'est pas arrivé là, parce que on veut pas rebrasser les erreurs qu'on a faites, on veut pas admettre certaines erreurs, on veut pas. Donc, on fait comme semblant que la pandémie est passée et on est rendu ailleurs, alors que c'est encore au cœur de beaucoup de problèmes dans notre société. Ça a laissé énormément de traces. Puis je trouve ça triste qu'on n'est pas capable d'en parler. Mais j'ai même trouvé que... Tu sais, j'ai pas vu le documentaire, Mr. White l'a vu. Il me racontait un peu tout, puis j'ai dit, écoute, ben moi, le documentaire, je vais l'écouter, c'est sûr. Et il me dit, ces documentaires-là sont toujours sains. C'est par après. Moi, ce que j'ai... l'histoire de Tout le monde en parle, j'imagine que pour eux, pour les gens qui étaient impliqués dans le... pour toi, et pour les gens qui étaient impliqués, là, les masculinistes, c'est quand même une bonne pub. Mais, tu sais, j'ai trouvé que de ne pas être à l'écoute, puis de tout de suite arriver, puis de les juger, j'ai trouvé ça très québécois. Puis ça, là, c'est un de nos gros problèmes. On a de la misère à discuter. On a de la misère... Regarde, moi, je suis pas d'accord avec le fait que... Moi, j'ai des filles, OK? J'ai des filles. Moi aussi, donc, j'ai 2 filles. J'ai 2 filles. Je veux dire, je peux pas aimer le discours à 100%. Il y a des bouts du discours que je comprends. Il y a des bouts du discours que je ne peux pas comprendre puis que j'accepte pas. Mais je suis prêt à leur parler. Puis je les atteindrai pas avec une brique et un fanal pour essayer de les ridiculiser. Ça, c'est une autre affaire. Que si on veut pas que ce genre de choses-là arrive, c'est qu'il faut... Si quelqu'un te pose une question sur un vaccin qu'il n'aime pas, traite-les pas de cave. Jase avec. Regarde ses stress. Regarde qu'est-ce qu'il, lui, il voit. Et s'il a lu quelque chose que toi, tu n'as pas lu, traite-les pas de non, t'es un zouf, t'es pas un scientifique, t'es pas un ci, t'es pas un ça. Il va falloir réapprendre à jaser. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Ben, je pourrais pas être en désaccord. C'est ça que je fais dans la vie, donner la parole à ces gens-là. Ouais. Puis, tu sais, donc, après, moi, je travaille pas à Tout le monde en parle. Transparence, cela dit, le producteur d'Alpha, le documentaire, c'est le producteur de Tout le monde en parle. Qui est Guillaume L'Espérance. OK. Puis, la rédactrice en chef de Tout le monde en parle, c'est la co-réalisatrice du documentaire avec Alpha. C'est une de mes meilleures chums. On travaille ensemble. Cela dit, moi, j'ai absolument rien à dire sur le line-up d'invités à Tout le monde en parle. Moi, je t'ai invité là pour défendre le doc. Non, je comprends. Puis... Moi, j'aurais pas censuré l'autre. Ben moi, je pense... Suite à une en fait, moi, je pense franchement, si ça avait été de moi, puis c'est ce que j'avais proposé à l'époque, à ce moment-là, c'est qu'il y ait un expert. Puis c'est finalement ce qui est arrivé. Dans le sens pour qu'il y ait un certain équilibre. Ne serait-ce que pour moi, je veux dire, moi, le documentaire, on a... Tu sais, puis même, il y a 2 experts dans le documentaire. Les 2 experts, comment dire, sont pas exactement à la même place dans le spectre. Puis c'est pas innocent. Tu sais, dans le sens, on voulait qu'il y ait un certain équilibre. On voulait qu'il y en ait un qui... Enfin,
plus à droite, peu importe, je sais que toi-même, t'aimes pas les étiquettes, mais c'est ça, tu sais. Donc, moi, je travaille pas pour Tout le monde en parle. J'étais plus à l'aise. Parce que moi, je voulais pas être le modérateur non plus, tu sais, sur le plateau, être avec ces deux personnes-là. Donc, c'est ça. Dans le documentaire, on a vraiment fait un effort d'équilibre. Puis de se retrouver sur ce plateau-là avec ces deux gars-là, mais tu sais, je veux dire, après, les désinvités, ça a créé tout un tollé. Personnellement, c'est pas ma décision encore. Je sais. Personnellement, je trouve que c'est une erreur. Donc, surtout que, encore une fois, tu sais, on vient d'en parler. C'est un peu une réponse à toute cette époque de cancellation et de DEI et tout ce que tu veux. Puis la première chose que tu fais quand il y a cette affaire-là, alors que tu as un sujet qui est quand même le fun puis qui risque le feu risque de prendre, tu fais une cancellation. J'ai trouvé ça spécial, mais ils ont à vivre avec leurs affaires. Anyway, c'est leur show. Ben c'est leur show. Après, tu sais, Guillaume Lepage, je dis, moi, c'est ma décision, c'est mon show. Oui, c'est correct. Je le respecte. Oui, sauf que moi, personnellement, si jamais l'émission est à Nouveau ou l'émission est à TVA, j'ai moins de problèmes. Quand j'ai une émission qui est financée par de l'argent public, j'aime que ce soit le plus neutre possible, puis il déteste la censure, puis je déteste la cancellation. Le privé, ben regarde, j'ai pas mon mot à dire. Sauf que là, c'est... En tout cas, je pense que dans le mandat de Radio-Canada, il y aurait justement de donner la voix à tout le monde, incluant des gens qu'on ne veut pas entendre, puis la cancellation. Il y en avait un. Oui, je sais. Le Bournival était là, ouais, mais l'autre a été cancellé. Est-ce que c'est ton rôle là-dedans, dans le sens que tu disais, il y a plein d'équipes, il y a une équipe alentour de moi. Quand tu arrives avec une idée comme ça partit de comment cette idée-là de faire un documentaire sur les alphas, sur les masculinistes? C'est arrivé comment? T'as senti ça comment? Ben moi, ça fait 2 ans que je m'intéresse à cette question-là. À l'époque, j'étais encore employé à Radio-Canada. J'étais journaliste permanent. Puis, je suis parti de Radio-Can pour faire du journalisme de façon indépendante. Puis, j'avais ce sujet-là parce que je voyais la montée de ce discours-là, puis la montée d'Andrew Tate. Principalement. Je pense il y a 2 ans, il avait été plus googlé que Donald Trump, que Kanye West, que c'était comme... Puis, encore une fois, c'est le décalage qui me fascinait. C'est comme, ce gars-là est une méga star, méga toxique, quand tu lis son fil sur X. Mais en fait, à l'époque, il était sur... Instagram. Mais il était pas sur... Il est banni de tout, là. Okay. Mais finalement, il est revenu sur X grâce à Musk. Mais tu sais, si on regardait... Puis lui, ce qui est intéressant, justement, c'est qu'il y a une armée de fans qui, même s'il est banni, il repartage. Donc, moi, j'étais fasciné par cette dynamique-là. Puis j'étais fasciné par le décalage du fait que le gars, il est tellement gros, puis tu parles de ça à monsieur, madame, tout le monde, puis personne ne sait c'est qui, tu sais, dans les... Comment dire, dans les médias, tu sais, un peu plus dit traditionnels. Et puis moi, quand il y a ce genre de décalage-là, puis ces angles morts-là, je suis fasciné. OK. Est-ce que tu l'as regardé un peu? Tu l'as-tu dans le sens que tu l'as étudié un peu? J'en ai écouté, là. OK. Est-ce que tu sens que c'est plus un personnage qu'autre chose, dans le sens que, oui, il y a un fond qui est vrai, mais de détonner aujourd'hui puis d'avoir cette popularité-là qui va amener... on se le dit, il y a une question monétaire qui est très importante là-dedans. Ben oui. Il y a une question de reach, donc de bâtir la notoriété, le brand, etc. Mais aujourd'hui, pour bâtir tout ça et en vivre grassement, pour avoir des grosses maisons, des gros chars un peu partout dans le monde, etc., faut que tu détonnes pas à peu près. Ouais. Donc, il faut que tu aies dans l'extrême. Est-ce que tu as senti qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est, ou il y a une forme de personnage créé là-dedans? Les deux. Comment dire? La vérité est entre les deux, je pense. Dans le sens que, tu sais, il faut le dire, là, lui, il a fait sa fortune à la base avec un réseau de cam girls. Il est accusé présentement de proxénétisme, tout ça. Toujours pas reconnu coupable. Mais tu sais, quand on regarde comment il traite les femmes, comment il parle des femmes sur ses réseaux sociaux, c'est tellement présent que je peux pas croire que c'est qu'un personnage. Après,
C'est un génie du marketing, ce gars-là. Tu sais, je veux dire, je l'ai dit tantôt, Ouais. il est banni de toutes les plateformes, puis il réussit quand même à rejoindre des millions de personnes. Mais génie, regarde, il y a souvent un lien entre génie et troublé. Ben, dans son cas, le lien est évident, là. Mais tu sais, dans le sens... donc, je pense que oui, je pense qu'il sait comment choquer. Tu sais, les influenceurs à qui on parle dans le documentaire Alpha, ils calquent un peu leur modèle de marketing sur Andrew Tate, dans le sens qu'ils veulent choquer, ils veulent être repris par les critiques, ils veulent être repris par les gens de la gauche qui vont les pointer du doigt pour leur dire « Hey, ça n'a pas rapport. Ben voilà, Il n'y a pas de mauvais clic pour eux. Exact. De là le côté spectacle. C'est que plus tu y vas à l'extrême, plus tu réveilles l'autre gang, plus l'autre gang s'attarde sur toi, plus est en train de grossir ton personnage. On sait exactement comment ça marche, là. Et lui, ben regarde, ce que tu me dis, c'est une star du marketing. Il comprend la machine, il comprend la game. Oui. Moi, écoute, je ne connais pas assez le personnage pour ça, mais je pense que sur le web, il y a beaucoup de méga personnages. Ben oui. Beaucoup. Je peux comprendre que ça prend un fond, mais l'argent fait faire un paquet d'affaires. Quand on parle de beaucoup d'argent, on n'a pas d'idée au Québec. C'est pas faire 200 000 piastres au Québec, là, on pense que c'est faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Là, on parle de millions et de millions et de millions de dollars. Lui, c'est son cas. C'est son cas. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va y arriver avec, là, parce que, on ne sait pas trop, là, les accusations. Est-ce que c'est arrivé où? Dans quel pays, d'ailleurs? C'est arrivé En Roumanie. En Roumanie. Ouais, parce c'est que là lui, qu'il habite. il est quoi, lui? Et américano-britannique. OK. Ouais. Et il reste en Roumanie parce qu'il pensait se sauver de quelque chose là, ou pour les impôts? Ou... Je pense que c'est ça. Je pense que son aspect, tu sais, le réseau de Camgirl aussi. Puis je pense que, comment dire, il y avait... je pourrais pas expliquer exactement les raisons pour lesquelles il est là-bas, mais tu sais, il y a un immense compound en Roumanie. J'ai l'impression que, comment dire, pour lui et sa business, c'était beaucoup plus simple d'être là qu'en Grande-Bretagne. Sa conversion à l'islam, ça lui sert bien. Ben, c'est comme... Parce que je dis ça parce que du monde qui méprise en particulier les femmes, il n'y a pas juste Andrew Tate. Là. Il y a des millions et des millions d'hommes sur Terre que pour eux, une femme puis une chèvre, c'est pareil. Ben, tu sais, on parle... Tu sais, moi, probablement, j'ai essayé d'éviter d'utiliser le terme masculiniste là, dans le documentaire parce que ça englobe les incels, men going their own way. Je veux dire, c'est comme... Puis aussi... Mais ça inclut les musulmans aussi. D'une certaine manière. Ben, pas tous, là, je veux dire. Les intégristes surtout, là. Les intégristes, mais dans tous les cas, comment dire, c'est ça que j'allais dire, c'est que dans tu sais, l'aspect islam d'Andrew Tate rejoint l'aspect chrétien intégriste d'autres personnes. Tu sais, moi, je disais des mâles alpha qui est un retour à certaines valeurs traditionnelles. Puis le traditionnalisme, je veux dire, vient souvent avec un retour à la religion, puis à une lecture... C'est ça. Très proche du texte. CNN disait que Tate, sa popularité dans les pays islamiques a explosé. Mais il est musulman. Donc, il est comme converti, lui, d'une manière. Oui, c'est ça. Non, mais dans le sens que il n'est pas né musulman, ce gars-là. Là. Non. Il s'est converti. Il s'est converti. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est converti et que ça l'aide. Mais quand j'ai vu les bouts de vidéo, à tout le monde en parle sur ce qu'on a fait avec Bournival, je me suis dit, est-ce qu'on ferait la même chose avec un musulman? Est-ce que si, mettons, quelqu'un est musulman, puis il arrive, parce qu'il est plus proche de la charia, puis son interprétation de la charia fait que la femme est soumise, etc., mettons que cette personne-là est un comédien ou encore un député. On se rend compte que le député qui est pogné dans une histoire cette semaine, on l'amène à tout le monde en parle, puis on dit « Hey, c'est quoi ta vision? » « Ah, ben moi, je défends la charia, j'ai ma propre charia. » Est-ce qu'on irait jusque-là dans le questionnement? À se poser des questions sur comment tu traites les femmes, etc. Parce qu'on se retient pour certaines personnes ou certains groupes, mais on ne se retient pas pour lui, c'est sûr, on s'est pas retenu. Ça a été, Véronique Cloutier pose des questions, etc. C'est pas retenu. Mais si, mettons, il y a quelqu'un de musulman qui voit la femme exactement comme Bournival ou comme Andrew Tate, là, pour des raisons qu'on connaît, là, on ira pas là. On ira pas sur ces questions-là. Là, faut comprendre la religion, liberté de religion, la Constitution, etc. Donc, on se garde comme une gêne. Je sais pas,
Ben, moi, je suis plus ou moins d'accord, dans le sens que dans le cas qui nous intéressait, il n'y en avait pas de musulmans. Donc, tu sais, puis si ça avait été le cas, on les aurait questionnés comme on les a questionnés sur, tu sais, l'aspect satanique tu sais, il y a un intervenant, notamment dans le documentaire, qui dit que toute la culture drague, c'est Satan. Tu sais, puis on les a questionnés là-dessus, puis, je veux dire, mais c'était pas ça notre sujet. C'était pas l'islam, c'était pas l'intégrisme musulman. Donc, mais tu sais, je pourrais très, très bien travailler sur un sujet qui parle d'intégrisme musulman. Je serais le premier à... Tu foncerais dessus, là. Tu irais tout de suite. Ben, regarde. Ben, je veux dire... Oui, moi, j'ai déjà... je me souviens, je travaillais avec un chef de pupitre qui me disait... j'avais une entrevue avec un gars de gang de rue, tu sais, puis il me disait, c'est quoi la prochaine affaire? On va inviter... on va parler avec un militant d'ISIS. Oui. Ben oui. Ben oui. Je veux dire, c'est sûr. Ben je veux oui. dire, si j'ai l'occasion, je vais le questionner, je vais être préparé. Ben oui. Mais oui. Oui, c'est ça. Ben, exact. Mais je parle pas de toi. OK? Je parle pas de toi. Je vois que tu as un côté un peu plus libre. Puis c'est la raison probablement que tu as quitté une job safe avec un bon fonds de pension pour avoir plus de liberté. Donc, je comprends ce côté-là. Non, J'imagine. mais ça allait bien à Radio-Canada. J'étais libre, mais j'avais envie de faire d'autres formats. C'est plus ça. C'est ça, exact. Ben, quand je dis libre, c'est souvent dans le choix de ce qu'ils vont... Tu sais, il y a une question de timing, il y a une question... on a 10 nouvelles, c'est 10 nouvelles de 3 minutes, il y a un panel de 8 minutes, donc souvent, ça crée des petits problèmes de logistique au niveau de ce que les journalistes veulent... Ce que certains journalistes m'ont dit, c'est que ça les fait réfléchir sur leur carrière. Mais en tout cas, bravo à toi d'avoir fait le saut dans le journalisme qui est plus pigiste, donc tu offres tes services autant pour faire des textes, aussi des documentaires. Là, tu travailles, Simon Coutu, pour... on dirait que j'ai fait du Marie-Louise Arsenault en nommant le nom en plein milieu. Simon Coutu. Faudrait que tu me dises où est-ce que je suis né. Oui, bonjour, Simon Coutu. Oui. Donc, là, tu fais des choses pour l'actualité. Est-ce que c'est les seules choses que tu fais? Non. Écrit? À l'écrit, j'écris parfois pour Le Devoir, pour l'actualité. Je travaille en balado aussi, sur le web. J'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est bon. Je sais que tu n'es pas employé de l'actualité. D'autres que moi, l'âge que j'ai, l'actualité était dans toutes nos maisons. Mm-hmm. Oui. Parce que c'était bureaux de livré dentistes. dans les bureaux de dentistes, partout. Partout. C'était partout. Et on était abonnés, on recevait ça par le courrier. Puis il y avait comme... Je n'ai pas de souvenir de ce que j'ai pu lire dans l'actualité, mais on avait l'actualité, il y avait le journal Les Affaires, etc. Puis là, je me suis dit, bon, ben, quand Simon vient aujourd'hui, je vais aller voir l'actualité. Ça fait des années que je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité. Donc, j'ai reconnu le logo. Par après, j'ai vu qu'il y avait un genre de paywall. Là. Donc, il y a un nombre d'articles X. Mais là, le premier article que je vois, c'est Carimel Marin, le gars de... C'est Méran, je pense. Boum, OK, faut laisser les gens qui bloquent les rues pour des raisons environnementales faire du chaos social. OK, boum. Et là, je regarde un peu. C'est devenu très à gauche l'actualité. My God, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je pense... Tu es peut-être tombé sur un article qui parlait d'un intervenant plus à gauche, mais je pense pas que c'est un magazine qui est à gauche. Ben, la preuve, je suis ici pour te parler de libertarianisme. Mm-hmm. Non, excuse-moi, j'ai pris une gorgée. Non, mais je sais, mais c'est juste les articles que j'ai regardés. J'ai dit, my God, j'ai pas l'impression que l'actualité était dirigée. Les articles que j'ai vus, là, j'en ai nommé un, mais je pourrais les redonner. Les autres étaient tous un peu. Tu sais, on sent que c'est pas très Trump, on sent que... un peu la même chose que dans tous les médias traditionnels, on sent le biais. Y a-t-il un jour, à un moment donné, quelqu'un qui va être un peu plus au milieu, ça va-tu arriver d'après toi? Je sais pas, mais je veux dire... Tu sais, un genre de devoir, mais de l'autre côté, là. La presse, l'autre côté. Parce que la presse et le devoir... Certains, je veux dire, comme... Je suis pas un analyste des médias, mais certains diraient que le Journal de Montréal porte souvent à droite, là. Non. Non? Non, zéro. Bon, très à gauche. Zéro. Non. Moi, je me suis fait calquer. Pointez-moi les articles à droite dans le journal de Montréal. Je veux les voir. Il n'y en a pas beaucoup. Non, ouais. Non. Ben, pour Alpha, j'ai fait une entrevue avec Sophie Durocher qui mais pas à droite, là. Qui me traitait d'être à gauche. Elle se revendique d'être à droite. Non, ça, je peux te le dire, elle est zéro à droite. Richard est zéro à droite non plus. Là. Non, c'est les deux sont des gens qui se créent une image pour essayer de jouer dans l'autre gang, mais dans le fond d'eux, écoute,
On l'a vu pendant la pandémie, là, OK? On a vu de quel côté ils étaient. Ils sont du côté de la machine, sont du côté du système, sont exactement où ils ont toujours été. Et je connais bien Richard aussi, personnellement. Donc, et je sais que tout le monde pense que le Journal de Montréal et le Journal de Québec est à droite à cause de ça, à cause de Richard et de Sophie, mais... Ben aussi à cause de l'Institut économique de Montréal, tu sais, certains gens de l'Institut ont leur chronique. Nathalie Grabier, à une certaine époque... le vendredi, 250 mots. Oui, mais tu sais, je veux dire, Mais Loïc Tassé, je peux t'en nommer 50 qui vont toutes l'écraser, elle, en nombre. Pas en qualité, mais en nombre. Oui, mais enfin, de toute façon, je ne suis pas là pour... mais ça nous amène vers le sujet. Ouais. Ça nous amène vers le sujet qu'on va jaser, qui est, je dirais, le fond de la raison pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est de parler de liberté. Ouais. C'est que moi, je trouve que dans la presse, en général, écoute, moi, j'ai été dans le milieu des médias je suis dans le milieu des médias depuis 1984 et j'ai vu comment les médias sont allés s'installer dans un coin qui est un coin très, très gauchiste, très pointu. Ils ont réussi à amener beaucoup de monde avec eux autres, les gens surtout plus âgés qui s'informent avec ces réseaux-là encore, mais ils sont en train de complètement l'échapper avec les jeunes, qui eux autres sont ailleurs complètement. Et si on fait un lien avec les masculinistes, avec Alpha, bien, c'est pas surprenant parce que les jeunes, si, mettons, on enlevait les gens de 65 ans et plus au Québec, le Bloc québécois perd et Pierre Poilievre gagne. Et si on laisse ça comme ça avec les 65 ans, bien là, on va se ramasser avec 42 à 44 députés bloquistes. C'est quand même énorme. Donc, il y a vraiment une différence entre ce que les médias qui parlent aux personnes plus âgées font et qu'est-ce qu'ils leur disent, puis ce que les jeunes consomment sur le web, qu'est-ce qu'ils font avec les podcasts, qu'est-ce qu'ils font avec peu importe les influenceurs qu'ils ont. Mais il y a une grosse différence. Même au Québec, c'est marqué de cette manière-là. Puis je pense que l'élection de Trump a montré ce genre de distorsion entre les médias traditionnels qui sont à 95% aux États-Unis, probablement tous anti-Trump, pro-démocrate, plus de gauche, etc. Donc, ce cancer-là, tu sais, je regardais, je sais que tu n'es pas employé, puis c'est pas à toi, là, l'actualité, c'est pas toi qui décide. Mais tu sais, je regardais ça, puis je me disais, Criff, on a tellement besoin de médias qui sont un peu plus balancés, qui sont un peu plus nuancés dans leur position. Ce serait bon pour tout le monde. Et c'est pour ça que je pense que je suis perçu comme un gars qui est de droite et libertarien. Mais est-ce que tu n'es que perçu? Est-ce que tu es libertarien? J'en ai aucune idée. Si d'être pour la liberté de choix, ça amène même des moments où dans la liberté, je vais avoir des choses où j'ai peut-être un léger malaise de laisser les gens choisir parce que ce ne serait pas mon choix à moi. J'ai aucun problème. Ça va toujours prôner la liberté, les gens qui choisissent, etc. Si c'est ça, je suis probablement 100% un libertarien. Si c'est d'être un anti-grand gouvernement qui contrôle tout, si c'est d'être un anti-socialiste, ben je suis un libertarien. Parce que des fois, les gens vont essayer de faire un amalgame entre la droite, le côté libertarien, etc. Puis je pense qu'il y en a un. Il y a très peu de libertariens de gauche. Il y en a. Ben, il serait anarchiste. C'est ça, exact. Il serait anarchiste. Donc, c'est un autre terme à ce moment-là. Donc, probablement que je coche beaucoup de cases. À mon avis, oui. Oh oui. Je l'assume, mais je n'ai jamais aimé les étiquettes. Ouais. Tu sais, dans la société d'aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus centriste que j'ai jamais été. Pourquoi? Parce que la société est rendue tellement à gauche. Mais pas la société, les institutions qui mènent l'agenda des sociétés. C'est rendu tellement à gauche, et je ne veux pas utiliser le terme extrême, je n'aime pas ce terme-là, mais prenons méga gauche, far left en anglais. Je en France, l'extrême gauche, l'extrême droite, je veux dire, il n'y a comme pas de tabou là, à utiliser ces termes-là. Dans le sens, il y a un spectre politique, le libertarianisme, il est pas mal à droite, là, tu sais, dans le sens. Puis j'ai l'impression que si tu l'as, peut-être pour ça que tu as l'impression que tout le monde est à gauche. Non, mais parce que c'est la raison pourquoi j'aime pas l'utilisation du terme, surtout le terme extrême droite, c'est qu'il est accolé aux gens qui sont racistes. De droite. Non. Oui, mais non. C'est-à-dire que plus maintenant, les gens, pour moi, c'est clair que c'est ça. Donc, ceux qui sont xénophobes, qui sont racistes, etc., OK, parfois, on peut les classer extrême droite, j'ai aucun problème avec ça. Donc, tu as une patente sur la tête blanche, tu te promènes avec une croix gammée. Pour moi, c'est clair.
Sauf que maintenant, on prend ces termes-là, comme on a fait pendant la campagne. Tu sais, d'utiliser à tour de bras l'expression nazi, fascisme, etc., c'est complètement irresponsable. Premièrement, on est en train de complètement oublier comment ces gens-là ont été tués, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que ce peuple-là a vécu, etc. Puis on essaie de faire un lien entre les deux. J'ai trouvé ça, dégueulasse, surtout pour ceux qui ont vécu pour vrai cette époque-là. Il y a encore des survivants de cette époque-là. Donc, j'ai trouvé ça vraiment déplacé. Et je trouve que on essaie, surtout les gens de gauche, surtout les gens des médias traditionnels, on essaie de mettre des maudites étiquettes qui sont exagérées pour justement essayer d'attirer le clic. Oui. Mais, tu sais, la raison pour laquelle je suis là, c'est que j'observe, en tout cas au Canada, puis même aux États-Unis, Elon Musk, je veux dire, a été catégorisé comme libertarien. Tu sais, Trump, on peut pas... Il y a certaines données, en fait, certains trucs qui penchent dans ce sens-là, mais clairement pas... Mais pourquoi Musk est libertarien? Parce qu'à la base, il y a 18 mois, Musk est un démocrate, là. Ben, je pense que c'est beaucoup par rapport à... C'est une des questions que j'avais par rapport à toi. Est-ce que le libertarianisme, pour toi, est intimement lié à la liberté d'expression? Parce que oui, c'est un peu ça. Ben oui, exact. Oui, c'est au cœur de ça. Mais pourquoi, il faut se poser la question, pourquoi Elon Musk n'est plus démocrate? La raison principale, oui, le gouvernement dépense en innocent, oui, il y a des affaires, wow. La principale raison, c'est la censure qui est arrivée du côté de gauche. C'est la liberté d'expression, c'est le shadow banning dans les grandes compagnies techno, etc., etc. C'est la raison pourquoi il a dépensé 40 milliards pour acheter Twitter. Oui. Cela dit, lui, il n'aime pas trop ça qu'on partage ses voyages en jet, mais bon. Ouais, mais ça, regardez, je veux dire, parce que la raison, c'est une raison de sécurité, là, c'est parce qu'il y avait ses enfants dedans, là, puis je comprends que c'est public, là, tu vas me dire, mais il a le droit de le dire. Ouais, la liberté d'expression lui permet de dire, regarde, moi ça, je ne suis pas à l'aise avec ça pour des raisons X, je sais que j'ai des détracteurs. Il y a probablement des choses qu'on ne sait pas. Moi, je pense que ces gens-là sont victimes de menaces. Il y a certainement des histoires. On a vu Trump. C'est sûr qu'il y a des menaces. Là. Il y a des menaces, il y a des paquets d'affaires. Donc, c'est sûr que quand tu es très exposé et que quelqu'un va partir un compte, je peux comprendre sa réaction. Mais à la fin de la journée, je pense pas qu'on peut questionner Elon Musk sur la liberté d'expression. Ce qu'il a fait avec X, c'est quand même extraordinaire. Je veux dire, on avait une application qui était complètement dirigée, complètement manipulée par le FBI, par des gens qui rentraient là et qui disaient « OK, ça, t'as l'affaire ». Ensuite, il y avait des comptes qui étaient shadow bannés parce qu'on ne voulait pas trop qu'il y ait du reach sur certaines publications, etc., etc. Reconnu dans les Twitter Files, que les journalistes ont bien exposé, il faut le dire. Donc, ça, pour moi, c'est un grand coup, là. Et c'est sûr que c'est une grosse défaite et c'est très inquiétant. Puis je comprends que les médias traditionnels sont très inquiets de X. Ils ont peur du futur parce qu'ils sont habitués de vivre dans un monde où il y a un contrôle, il y a une forme de censure, soit avec des autorités comme les FCC, les CRTC, etc., etc. Donc, ils ont toujours été dans ce... Et là, pour la première fois, il y a vraiment une genre de plateforme qui est complètement libre. C'est une première, ça, là. Google n'est pas libre. Le moteur de recherche Google n'est pas libre. Facebook n'est pas libre. Il n'y a rien de vraiment libre. C'est la première place où il y a vraiment une liberté totale. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir le nombre de gens, et surtout de journalistes, qui sont mal à l'aise avec ça. Moi, je ne sais pas si c'est du malaise, mais je suis sur X. Je suis aujourd'hui... Puis là, je me suis ouvert un compte sur Blue Sky, là, ça commence, là. Mais sur X, là, je l'ai vu là, pendant toute la saga du documentaire Alpha, où j'ouvrais ça, là, puis c'est là où je recevais de la bouette, là. Tu sais, comme... Alors qu'ailleurs, le discours était relativement civilisé là-dessus, c'est violent. Oui, mais c'est pas violent, c'est la société. C'est ce que vous voulez voir la société, vous ne voulez pas la voir, la société. C'est comme journaliste, comme membre des médias. Je ne suis pas en train de dire que je n'y vais pas, mais c'est pareil. Oui, mais on est membre des médias. Moi, je subis une violence depuis 30 ans de la part de la gauche. Ouais. OK? Et cette violence-là était tolérée, là. La minute que maintenant, il y a une place où la violence qui est supposément amenée plus par des gens de droite, mais c'est drôle, hein, depuis que, en tout cas, du moins je parle pour le Québec, certains ont quitté pour Blue Sky, qui ira nulle part en passant. Mais Blue Sky, ça fait du bien. Depuis 2 semaines, il y a une légèreté. Il y a, sur X? Oui, sur X, il y a une légèreté, parce que les brasseux de marde sont de gauche. OK? Tout le monde fait semblant que les brasseux de marde sont de droite. Au contraire, les gens de droite sont un peu endormis.
c'est un peu ce que je déplore de la droite. Je trouve qu'on n'est pas organisé, on n'a pas le côté... On n'a pas le côté comme la gauche où on sort, on s'organise, on fait des manifestations, on peut crier tout ce qu'on veut, puis peu importe si on se fait mettre dans un panier à salade, ça ne nous dérange pas. La droite n'est pas comme ça. Ben là, vous n'êtes pas organisé. La droite, je veux dire, Trump vient d'être réélu. Si on regarde ce qui se passe au Canada, ben ça s'aligne. Puis c'est un peu pour ça que je suis là, en fait. Tu sais, Poilievre a été catégorisé comme libertarien. C'est même probablement il met de l'eau dans son vin. Mais tu sais, je veux dire, il est catégorisé comme libertarien. Daniel Smith en Alberta. Je veux dire, la droite s'organise, là. Oui, ça s'organise à ce niveau-là, mais je parle des gens en général. Tu sais, les gens sont moins... La droite est moins organisée que la gauche. La gauche a ses organismes, a réussi à aller à travers toutes les patentes pour aller chercher. On va fonder telle chose, on va le financer. Des groupes de pression. Des groupes de pression, etc. Il y a une culture de gauche de par ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens d'abord qui ont une facilité, parce que c'était des gens qui étaient à l'école plus, justement. On était dans le journal étudiant, on est allé en histoire, on est allé en philosophie, on est allé, donc, il y a comme, tandis que la personne de droite, elle a appris avec un marteau à lever des charpentes de maison. Elle n'a pas le temps de s'organiser. Elle n'a jamais fait ça au cégep, elle n'a jamais fait ça au secondaire, elle n'était pas dans l'association étudiante où elle a voulu challenger la direction de l'école sur telle affaire parce qu'il n'y avait pas assez de légumes dans la cafétéria. Elle n'a jamais été comme ça. La gauche a cette culture-là. Et sérieusement, je l'envie, cette culture-là, parce que c'est ce qui fait que la droite a laissé tout l'espace à la gauche depuis 40 ans, puis qu'on en est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on est rendu vers genre de chaos à tous les niveaux, au niveau gouvernemental, au niveau finances publiques, au niveau des services, au niveau de ci, au niveau de ça. C'est qu'on n'a pas été jamais capable de bien s'organiser pour bien balancer les gens de gauche. Puis la social-démocratie, ça donne le chaos qu'on a en ce moment. Question, tu disais tantôt que la pandémie a été terrible pour les jeunes, mais je me pose comme question, est-ce que la pandémie pour la droite, puis particulièrement le mouvement libertarien, a été salutaire? Dans le sens que justement, ça a organisé tous ces gens-là qui étaient contre le gros gouvernement, qui étaient contre le gouvernement qui entre... Non, oui, c'est un gros réveil. Sérieusement, il y a plein de gens qui, tu les rencontrais, je leur disais ce que je faisais, puis tu dis, moi, ce genre d'affaires-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pas le temps, j'écoute telle musique dans mon char, j'écoute du Iron Maiden, puis moi, je veux rien savoir. Et c'est ces gens-là... Ça, c'est de droite, écoutez ça. Non, mais il n'était pas de droite. Je ne dis pas qu'il était de droite. Je te parle de ces gens-là qui, finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient de droite. Ils ne savaient même pas à ce moment-là. C'est arrivé pendant la COVID qu'ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose en dedans d'eux autres. Hop, là, finalement, ouais, OK, finalement, il me dérange plus que je pensais. Ils se sont fait enfermer, là. C'est exact. Et là, il y a eu un réveil. Quand tu te fais enfermer... Il y a eu un réveil. C'est eux les woke. Hein? Fait que c'est eux les woke. Oui, exact. Oui, ils se sont fait réveiller. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que il est arrivé quelque chose. Il y avait probablement, je ne sais pas, moi, peut-être 1 million de Québécois sur 8, on a rendu 9 depuis ce temps-là, mais 1 million de Québécois sur 8 qui étaient un peu aux fraises, que j'aime dire. Ils étaient là, mais ils faisaient leurs petites affaires. Des gars qui allaient à la chasse, du monde qui s'en allait à camping. Il y avait des belles vies, là, des gens très, très bien. Mais ils ne s'arrêtaient pas à la politique. Ils n'écoutent pas LCN puis la joute pour savoir qu'est-ce qu'ils disent. Ça ne les intéresse pas. Et quand est arrivé la COVID, ils ont fait wow. Sont-ils en train de m'empêcher d'aller acheter des bottes à mon gars chez Walmart parce qu'il faut que je swing des flèches. Mais dans les flèches, il y a une section il y a du plastique à grandeur parce que je ne peux pas acheter de bottes. Là, il y en a qui ont... Les gens ont disjoncté là, parce que jamais ils pensaient que des droits aussi fondamentaux, aussi... tu vois, c'était de l'acquis, là. Ils se sont dit, mais voyons, le gouvernement peut me faire ça pour quelque chose que je ne comprends pas trop. Là. C'est quoi qui se passe? Il y a une madame qui est morte là-bas, elle est morte dans un CHSLD. Là, ils font un genre de décompte à tous les jours pour nous dire combien de monde sont morts au bout de leur repas au CHSLD. De quoi on parle là? Donc, ces gens-là, ça les a réveillés. Et effectivement, ça l'a poussé Musk à faire ce qu'il a fait. Il y a de la COVID derrière ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant la COVID.
Je ne vais même pas dire qu'il y avait une possibilité que le virus se soit échappé d'un genre de centre de recherche à Wuhan. C'est ça, Wuhan? C'est ça, j'ai oublié le nom, là? Hey, je veux dire, la ville où c'est arrivé, c'est la même ville. Hein? Et si quelqu'un dit, ouais, il y aurait des chances que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas le point. Le point, c'est si quelqu'un le soulève, tu ne pouvais pas le soulever. Boum! L'article ne peut pas être diffusé. Et ce qui est arrivé, entre autres, lors de la COVID, où il y a eu la folie, entre autres, sur la COVID, le contrôle de l'information, et l'histoire du laptop de Hunter Biden, avec le New York Post qui a été le compte, un des comptes les plus populaires sur Twitter, a été fermé, il a été suspendu. C'est le compte du New York Post, parce qu'il ne voulait pas qu'on publie l'article sur le computer de Hunter Biden. Dans la tête de Elon Musk, donc c'est tout relié. COVID, folie, les élections qui pognent, la patente, tout ça est interrelié. Et là, Elon Musk dit non, enough is enough. Je vais m'occuper de remettre la liberté, de laisser les gens s'exprimer, d'enlever la censure, puis qu'il n'y a pas juste un groupe qui peut s'exprimer. Et tout le reste a suivi, pas juste Elon Musk, pas juste un milliardaire, le monde ordinaire. Beaucoup de gens. Bon, j'écoute, le nombre de pirates montréalais que je n'avais pas avant. Oui, c'est ça. Pour toi, ça a été bon même. Très bon. Très bon. Nous, on a doublé notre clientèle. Facile. Entre autres, je parle pour les membres. On a doublé notre clientèle. Il faut dire qu'il y a eu l'histoire où on a quitté le FM en même temps, mais quand je regarde les statistiques que nous avons, la région de Montréal, qui n'est pas, tu sais, qui n'a aucun média qui leur parle. Donc, le 98.5 ne le fait pas, Radio-Canada ne le fait pas, la station Cube Radio n'est pas tellement mieux que 98.5. Il n'y a pas de média local comme, mettons, il y a Radio X à Québec qui existe à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui ont souffert, puis à un moment donné, ben, ils disent « Personne parle pour moi ». Exact. Tu sais, moi, là, ma blonde, elle vient de rentrer de travailler, là, puis elle vient de perdre sa job parce qu'elle est aide infirmière. Elle est préposée aux bénéficiaires, puis elle vient de se faire crisser dehors parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner. C'est-à-dire, le gars, il dit « Ma blonde vient de perdre sa job. » Qui parle pour nous autres? Là? Qui parle? Personne. Mais c'est ça l'affaire. Et à un moment donné, moi, j'ai quelqu'un de très proche de moi, très, très proche de moi, OK, dans ma famille. Elle a perdu sa job à cause de la COVID. Puis c'était pas quelqu'un de politisé. C'était quelqu'un politisé normalement, comme la plupart des Québécois, est devenu très, très politisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une injustice. Donc, à un moment donné, ce réveil-là, comme tu dis, on va prendre le mot réveil, ce réveil-là, il y avait un bouillonnement, mais il n'y avait pas de voix pour ces gens-là. Exact. Donc, Puis la seule voix qui existait, c'est Jeff. Au Québec, là. Ça passe par le web. Oui, parce que dans la dernière négociation à la fin du contrat de 5-6 ans qu'on avait fait avec Choix, moi, j'avais à choisir entre je continue à 100% Radio Pirate ou je continue à 100% à Radio X. Je peux faire les deux en même temps parce que humainement, c'était trop difficile, physiquement. Puis, j'ai eu à choisir, mais je sentais dans la négociation que toute la couverture que j'avais faite pendant la COVID est un boulet pour Radio X. Donc, il y a une pression gouvernementale, il y a une pression financière. Il ne faut pas oublier que Radio X a été le seul média, tu sais, quand on parle de liberté, puis quand on parle d'injustice, puis quand on parle de censure, c'est quand même grave ce qui est arrivé là. De voir que Radio X a été le seul média, même l'actualité a eu énormément d'argent, Télé-Québec a eu énormément d'argent, mais Radio X n'a eu aucune scène du gouvernement. Parce qu'ils ont été pénalisés parce que j'avais des propos qu'ils n'aimaient pas. Donc, c'est quand même assez grave, là. Donc, bravo à la direction de Choix qui nous ont quand même gardé là pendant tout le temps parce que j'estime qu'ils ont perdu entre 1 million et 1,5 million de subventions qui n'ont pas été versées à Radio X. Ou des publicités, là, à l'époque. Oui, c'était des publicités, c'était des montants d'argent quand même assez importants. Il y avait des petits journaux locaux qui étaient rien puis qui ont fait du 200, 300, 350 000 par année, un genre de feuillet de journal dans le nord de Québec. Tu sais, donc, imaginez la quantité de dollars qui a été... Je dis 1 million, 1,5 million, c'est probablement plus 2 millions que 1 million, 1,5 million. Mais, donc, ça, la direction le fait, mais elle était condamnée à le faire parce que si elle me laissait tomber pendant la COVID, c'est que tous les auditeurs partaient. Donc, la direction montréalaise était comme pognée, était comme esclave de ça. Et la minute qu'il y a eu la négociation du contrat, bien, ils ont fait semblant qu'on ne s'était pas entendu, mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas intéressés plus qu'il faut à s'entendre. Donc, tout de suite à cette couverture-là.
Puis, regarde, c'est leur business. Je ne leur en veux pas du tout. C'est leur patente. Mais ça prouve que même pour les joueurs qu'on pense plus alternatifs ou un peu plus rebelles, il y a un prix à payer quand tu suis pas ce qu'il faut faire. Parce que je remarque au niveau médiatique, en tout cas, tu sais, Mike Ward, je pense qu'à une certaine époque, il se considérait comme libertarien. Je l'ai entendu dire qu'il se considérait pas pendant la COVID. Mais non. Mais pendant la COVID, il était comme Rage Against the Machine. Il était Rage with the Machine. Mais en tout cas, il s'est déjà considéré comme libertarien. Tu sais pourquoi? Parce que lui et tous ses amis s'en allaient dans des salles de spectacle, mettaient, je pense, c'était 10 % de la salle. Oui. Et le gouvernement payait tous les autres bancs au même prix que le 10 %. Je pense pas que ça faisait leur affaire, mais... Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas que ça finisse. Tu prenais une salle de 2000 places, tu mettais, mettons... Je pense pas que Mike Ward a de la misère à remplir ces salles-là. Non, j'ai mis les artistes au complet. Je dis pas de remplir les salles, je dis juste que la COVID demandait que la salle ait... Tu te rappelles les matchs du Canadien? Oui. Bon, dans les salles de spectacle, c'était la même affaire. Oui. Et le gouvernement, pour avoir les artistes de leur côté, leur donnait le montant d'argent comme si la salle était pleine. Oui. Mais au-delà de la COVID, en termes de canal de diffusion, on dirait que ceux qui se considèrent comme libertariens finissent tous sur le web. Oui, c'est normal. C'est normal parce que... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Au-delà même au-delà des gouvernements qui mettent énormément de pression sur le CRTC, même s'ils disent que c'est apolitique, ce qui est zéro vrai, là. Même les directions de... Moi, je vais donner... Je sais exactement comment c'est arrivé. Moi, c'est arrivé avec un texte de Stéphanie... non, pas Stéphanie Gramont. Isabelle Haché. Isabelle Haché. Isabelle Haché. Isabelle Haché a fait un texte sur moi à la fin décembre et elle a visé le patron, le propriétaire de la station. Tu n'as pas besoin d'aller au CRTC. Tu sais très bien ce que tu fais quand tu fais ça. Elle a fait un texte le 21, le 23 décembre, à Noël, 2 jours de Noël, pour rentrer préparer les cadeaux, tu viens d'aller acheter à la dinde, tu l'as fait dégeler, etc. La presse, pour une raison, moi, je veux dire, tu me dis j'ai un texte dans la presse contre moi, I don't care. Je peux-tu voir les clics? Je suis certain que les clics ne sont pas très, très, très gros. Mais pour une certaine catégorie, bonhomme de 70 ans, qui pense encore que la presse a le même prestige que la presse il y a 25 ans, lui, il dit « Oh, on me vise dans la presse. » Puis on vise les causes que lui soutient, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bien, monsieur, de donner un montant d'argent à telle cause, alors que Jeff Fillion dit, et là, a fait toutes les choses que je dis depuis une semaine. Toutes des choses qui, 2 semaines plus tard, sont arrivées. J'avais dit, une des choses qui, elle faisait capoter. Le texte est disponible. Ouais, Jeff Fillion, là, pensez à ça, propriétaire de Radio X. Là. Est-ce que vous appuyez ça? Il a dit, le vaccin vaut rien et vous allez tout pogner à COVID. C'est irresponsable, monsieur. Puis là, il donne un coup. On est le 23 décembre. Mais elle a le droit de le dire si... Elle a le droit de le dire, mais elle a l'air folle un peu. Parce que 3 semaines plus tard, il y a combien de Québécois qui ont pogné à COVID? Tous vaccinés. Toute la gang. 3,5 millions selon la patente de santé au Québec. 3,5 millions en 3 semaines. On est enfermés, là. Oui, il y a le couvre-feu. Ah oui. Il y a un couvre-feu le 1er janvier. Ce que je dis, elle a dit, elle citait ma déclaration du 15 décembre et le 3e semaine de janvier, la santé publique dit exactement ce que j'ai dit le 15 décembre. Elle a le droit de le dire. Mais je sais comment ça fonctionne. Tu n'as plus besoin maintenant de faire des plaintes au CRTC. Tu as juste à savoir, ouais, le propriétaire est comment? Ouais, il est fragile, il aime sa réputation, etc. Parfait, moi, te le pogné. Et c'est comme ça. Donc, une fois que tu te fais attaquer de cette manière-là, tu t'en vas où? Tu t'en vas dans les places où tu vas avoir la Christie de paix. Et pour des gens qui veulent être libres, le web, c'est extraordinaire. Je dis, comment ils vont faire pour contrôler ça? Un jour, ils vont le contrôler. Ah oui, comment? Ah oui, donc s'il faut qu'on trouve refuge, il y en a qui trouvent refuge en Roumanie. Moi, j'aime plus les places un peu plus chaudes. Mais on peut se ramasser aux Bahamas, on peut se ramasser quelque part dans une île. En Floride. On peut être en Floride. On peut être en Floride, puis on peut diffuser à partir des serveurs avec une compagnie extérieure, puis on va faire ce qu'on a à faire. Puis au pire, aller, si YouTube nous met dehors, Rumble va être là pour prendre la relève. Donc, tu sais, il y a cette...
Il y a cette liberté-là qui est vraiment importante. Puis, voyez-vous, je pense que l'élection de Trump, c'est une victoire de ces plateaux-là. Trump a été voir que des podcasters. Il n'est jamais allé dans aucun média traditionnel. Il a réussi à aller réveiller une certaine crowd qui n'était pas dans les médias traditionnels et boum, il a gagné avec un nombre record de votes. Quand même surprenant. Mais toi, tu t'intéresses à plein de sujets extraordinaires, des sujets plus difficiles. Mais mettons que tu as un sujet qui touche un peu, mettons, là, en fouillant, puis là, toi, tu es sur le terrain. Tu trouves un sujet qui n'est pas très bon pour le gouvernement, mettons. Puis tu as des preuves de ça, puis là, ça fait 6 mois que tu travailles là-dessus. Là. Est-ce que ton sujet, toi, tu vas pouvoir les passer dans les médias traditionnels ou il faudra que tu passes par les médias alternatifs, si on peut dire? Ben, je trouve ça drôle que tu dises ça parce que je pense que vous l'avez reçu, là, mon ami et collègue Thomas Gerbet. Il fait que ça. Puis j'ai tellement d'amis journalistes qui ne font que ça, mettre le gouvernement dans l'embarras. Gerbet, il est numéro 1. Je veux dire, comme mon père est journaliste, il a fait ça toute sa carrière, mettre le gouvernement dans l'embarras. Je veux dire, je pense pas qu'au Québec, les journalistes sont si racoleurs que ça avec le gouvernement. Oui, sauf que là, tu parles de Radio-Canada. Je suis pas certain que Thomas Gerbet pourrait faire la même chose à TVA. Ben, il est à Radio-Canada. Puis moi, j'ai jamais travaillé à TVA, je peux pas dire. Et si jamais Thomas Gerbet passait et faisait exactement le même travail qu'il fait sur la CAQ, sur Justin Trudeau, ça ferait longtemps que Thomas Gerbet ferait autre chose. Il serait aux arts et spectacles, il serait en train de décrier parce qu'il est très bon en passant. Et puis c'est la raison pourquoi il serait probablement en train de couvrir des pièces de théâtre inconnues quelque part. Là, c'est Radio-Canada et c'est le Québec. OK? Ça peut faire. Jamais avec Québécois, il pourrait faire. Et puis pourtant, Québécois a un passé. Des excellents journalistes, là, à Québécois. Québécois a un passé où sur le Parti libéral, ils ont frappé. Mais on s'entend que Québécois ne frapperait jamais comme ça sur le Parti québécois, qu'il soit au pouvoir ou non. Puis, ils ont une alliance avec la CAQ, surtout pendant la COVID, qui les pogne, puis les déshonore en passant. Ça les déshonore. C'est, je veux dire, un des PKP, est-ce que PKP avait besoin de tant d'argent que ça pendant la COVID? Je ne sais pas, là, mais c'est sûr, quand je regarde son action en bourse pour le côté TVA et tout ça, c'est sûr que c'est pas très rose, mais... les médias vont pas bien en général. Et c'est déshonoré, là. C'est déshonoré. Mais je reconnais qu'il y a des... Puis je reconnais que Thomas Gerbet est excellent, puis je reconnais qu'il y en a d'autres. Sauf que... Nommé, là, genre Vincent Laroche. Isabelle Haché sort plein de bons scoops aussi. Non, là, non, Isabelle Haché n'est pas bonne. Non, je suis désolé. Isabelle Haché n'est pas... non. J'aimerais ça qu'elle soit bonne, là, mais regarde, je suis désolé, je trouve pas... Premièrement, il y a trop de commentaires. J'ai pas lu des textes d'elle comme journaliste, mais dans les journaux, tu sais, va lire dans la Bibliothèque du Québec, va lire une vieille presse. Oui, il y a Lisiane Gagnon, oui, il y a Foglia, oui, il y a Régent dans la section des sports. Non, mais ça, c'est tout l'opinion. Oui, il y a Louise Cousineau, oui... Mais regarde toutes les nouvelles alentours. Mais ce que font en ce moment Katia Gagnon j'ai un plan. Sur la question de la DPJ, c'est extraordinaire là, ce qu'ils sont en train de brasser. Là. Très bonne job. Ça, j'ai pas. Mais je pense que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ben, c'est ça qu'on fait. Non, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. À l'inverse, il y a toute la folie green. Caroline Touzin, c'est ça ce que je cherchais. Toute la folie green qui est complètement en train de brûler ces journaux-là, c'est en train de briser toute leur affaire. Tu sais, j'aimerais ça voir les clics. C'est tellement... Les bons articles que tu parles sont tellement noyés dans une boîte d'articles qui intéressent mais personne sauf leur gang que je me demande, je vais dire, OK, ça c'est parce qu'il faut que tu sois hautement subventionné pour être capable de faire ça, parce que sinon, tu ne ferais jamais. Tu ne mettrais jamais autant d'énergie sur des choses qui, finalement, tournent en rond. Là. OK, on a compris. On va réchauffer d'1,5 degré. On vivra avec. On a compris. Mais là, je veux dire, tu veux m'enlever quoi? Là? Tu veux m'enlever mon steak, tu veux m'enlever mon char, tu veux m'enlever mon voyage, tu veux me mettre une taxe pour rentrer à Montréal, tu veux ci, tu veux ça. Ensuite, OK, parfait. Il y en a-tu qui t'oublient, là? C'est quoi? Tu veux que je mange des bennes? Tu veux que... C'est quoi tu vas-tu finir par accoucher, puis tu vas-tu faire d'autres textes asti que des affaires de même? Je pense que ça noie les excellents textes et les excellentes enquêtes
Il y a beaucoup trop de choses de gauche dans les journaux, puis on a l'impression que c'est toujours les mêmes affaires, toujours les mêmes qui sont défendus. Mais ce sont des faits là, que la planète se réchauffe. Enfin, on n'est pas là pour débattre. Là, j'ai jamais dit que la planète se réchauffe. Non, c'est ça, je comprends. Mais tu sais, dans le sens, ce qui est avancé, c'est éventuellement des solutions pour que ça soit moins pire. C'est comme. Mais. Qui nous dit ça? Ben, l'énumération que tu viens de faire. Mais ils ne font jamais ça. Ben, si j'enlève toutes les pailles puis je mets des petites pailles de carton. Je pense pas que c'est les pailles qui vont. Mais enfin, c'est ça. Ils l'ont fait pareil. Oui, mais c'est une chose parmi tant d'autres. Je suis d'accord avec toi, je suis à la même place que toi. Les pailles feront aucune différence. Ben, j'ai pas dit que ça faisait pas de différence, j'ai dit que c'était une chose parmi tant d'autres. S'ils font une différence, c'est quoi la différence? Ben, c'est de réduire l'usage de plastique qui je veux dire, ça fera aucune différence. Voulez-vous qu'on va empiler le plastique qui est utilisé à la grandeur du Québec? On va prendre les pailles, on va les mettre dans un coin. On va prendre les centaines de millions de tonnes de plastique qui sont utilisées. Je veux tellement pas débattre sur les pailles là, dans non. mais ça montre pareil qu'on n'est pas tous là. Tu veux dire, ça montre qu'on n'est pas capable de voir un médecin. Quelqu'un va voir un médecin pour un examen annuel. Le médecin lui dit « Ouais, non, le bilan ne soit pas nécessaire. » OK, je sais pourquoi tu ne veux pas qu'il soit nécessaire. Tu ne veux pas trouver quelque chose. Tu ne veux pas le soigner. Merci, bonsoir. OK, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi pour voir un médecin. Et ça, je ne suis pas capable d'avoir un bilan. Puis là, ça, c'est grave parce que c'est ma santé. Mon frère attend pour être opéré. L'autre a tel problème. Mais on a réglé le problème des pailles, par exemple. Très rapidement. Ça, on a réglé le problème des pailles. Très vite. On a réglé le problème des sacs. Oui. On règle beaucoup de problèmes qui ont peut-être 0 impact sur la boule, mais mes problèmes que moi j'ai ne sont jamais réglés. Je paye, par exemple. Mais moi, je n'ai pas de médecin depuis 22 ans. OK? Ça fait 22 ans que je n'ai pas de médecin. Mais les pailles, c'est important. Non, si je te paye pas que tu règles... On est à la même place, toi et moi. Je te paye pas pour que tu règles les pailles. Je te paye pour que tu me trouves un médecin puis que si j'ai besoin d'aller à l'hôpital, à l'urgence, je suis vu en dedans d'1 heure. C'est ça pour ça que je te paye. Tu comprends? Donc, voilà. Je comprends. Ben, c'est comme ces 2 sujets. Mais enfin, est-ce que non, c'est pas 2 sujets. Non, c'est pas 2 sujets. C'est pas 2 sujets. C'est pendant que tu es en train de régler ça, tu t'occupes pas des vrais sujets. C'est de la poudre aux yeux, ces affaires-là. Ben oui. C'est de la poudre aux yeux. C'est juste on est en train de détourner l'attention. Mais je pense qu'on s'entend que l'histoire des pailles, c'est accessoire comparé à la mode de déchets fait à partir d'hydrocarbures ou whatever. Le reste, c'est sûr que c'est accessoire. Mais bon, enfin, je n'étais pas là pour penser. Juste en finissant, tu as un gars comme Trudeau qui va dire inquiétez-vous pas, ça veut dire faut peut-être plus penser à la planète que penser à nourrir ses enfants. À nourrir ses enfants. Mais tu vois le fond de sa pensée, dans le sens que lui, ce qu'il veut, c'est faire du temps. Lui, il veut faire du temps, mais les vrais problèmes, il ne veut pas en parler. Il veut pas en parler. Lui, il veut faire du temps. Mais c'est ça, les politiciens, ils veulent faire du temps. Exact. Revenons à ton... Parce que je regarde le temps passé, revenons à tes... je ne sais pas si tu as des questions sur le libertaire. Non, mais est-ce que justement, tu parles de Trudeau, est-ce que Poilievre, selon vous, ou selon toi, est libertarien? Maxime Bernier est libertarien. Clairement. Pas sur toutes. Comme? Les questions d'immigration. Ouais, OK. Question d'immigration, c'est parce que la raison... j'essaie de saisir ton... Non, mais c'est parce que j'ai l'impression, puis je vais le rencontrer pour ce reportage-là, puis j'ai l'impression que des fois, il y a... puis je le dis pas en termes péjoratifs, là, le terme populiste, là, mais le populisme et le libertarianisme... frôle, tu sais. Puis j'ai l'impression dans le cas de Maxime, il y a un peu de ça. Dans le cas d'Éric Duhaime, il y a un peu de ça aussi. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense ni un ni l'autre. Moi, je pense que tu as les 2 politiciens qui ont les idées les plus claires de tous les politiciens que tu as actuellement, autant au fédéral qu'au provincial. Je suis capable de comprendre tout ce qu'ils disent. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de cassette, c'est clair. Bon, il y a des choses qu'on peut débattre. Sur l'immigration, OK, y a-t-il un côté libertarien non libertarien dans le fait qu'on veut contrôler nos frontières, on veut ensuite être certain que le nombre d'immigrants qu'on prend est le bon pour être certain qu'il n'y a pas une surenchère au niveau des maisons, qu'on est capable de loger les gens à un prix décent, etc., etc.
là, je pense qu'on va au-delà de la liberté. On va juste au niveau de la logique. C'est la logique. Il y a une mathématique derrière ça. Maxime sait très bien qu'on avait besoin d'un nombre d'immigrants pour remplacer les enfants qu'on n'a pas faits, pour avoir des gens qui vont donner des services et qui vont travailler dans telle ou telle entreprise. Je pense qu'il est au courant de ça. La raison pourquoi il frappe là-dessus, puis la manière qu'il le fait, c'est que ça a été fait en imbécile. Ça a été fait avec aucun contrôle. Le nombre de personnes qu'on a rentrées est beaucoup trop important dans le peu de laps de temps qu'on s'est donné. Le marché immobilier et toutes les contraintes qu'on a à bâtir des maisons, des logements, etc., qu'on s'est nous-mêmes imposés, n'a jamais été capable de prendre toute la charge de ça. Et là, ça crée ce que ça crée là, c'est-à-dire des gens découragés, des gens qui payent des bungalows un peu finis à des montants astronomiques qui n'ont aucun sens. Puis ça amène ce genre de forme d'anti-immigration qui est compréhensible parce qu'il y a des choses concrètes qui arrivent à nos jeunes, surtout le premier acheteur, etc. Toi, probablement, je ne sais pas ta situation, mais beaucoup de gens de ton âge aimeraient ça être propriétaires, puis ils vont faire comment maintenant avec le prix de tout ça? Et ça n'a pas été créé, de manière... C'est pas le marché qui a créé ça. C'est nous-mêmes qui avons créé cette surenchère-là. Donc, je ne sais pas si on peut aller dans le fait que, questionner son côté libertarien avec l'immigration, mais ça, c'est plus le côté rationnel, je pense, qui joue là-dedans. Mm-hmm. Peut-être. Mais je le questionnerai là-dessus, c'est sûr. Mais au niveau de Poilièvre... J'ai pas d'idée sur Poilièvre encore. Je ne connais pas assez encore. Non? On voudrait plus le connaître. Mais ouais. il parle pas beaucoup aux journalistes. Il parle zéro. Puis moi, je suis pas journaliste, mais justement, j'aimerais ça qu'il vienne s'asseoir avec moi. J'aimerais ça qu'on jase un peu. J'aimerais ça... Puis je peux pas challenger sa campagne. Sa campagne est excellente. Il mène par le double. Donc, il va probablement avoir une méga victoire. Donc, je peux pas challenger le fait qu'il ne fait pas une bonne campagne. Mais il n'a pas commencé officiellement, mais c'en est une. Mais je sais même pas s'il est vraiment conservateur. On dit que oui. Maxime Bernier me dit cette semaine que d'expérience, Poilievre, avec qui il était quand même assez proche dans le temps, c'est un gars qui a toujours mené en fonction des sondages. Si c'est le cas, je déteste les politiciens qui mènent avec les sondages. Donc moi, c'est sûr que j'ai un côté plus porté vers Maxime Bernier que vers Pierre Poilievre, parce que je pense que Pierre Poilievre et Maxime se ressemblent plus qu'on le voit. C'est un avantage pour Maxime parce que ça lui permet de se détacher de Poilievre. Et Poilievre joue une game, il joue la trappe. C'est un plan qui est monté, je pense, par Stephen Harper. Et à cause de ça, je suis incapable de dire qui est Poilievre. Moi, ça m'énerve. Moi, j'aime pas ça. Mais sur toute la question de la crypto-monnaie, sur la question de l'abolition de la Banque centrale... Ben, je pense qu'il y a des liens avec Max là-dessus. C'est clair, il y a plusieurs points qui est en accord avec... Ils ont, comme je viens de te dire, ils ont probablement en privé 80% des points où ils sont d'accord. Donc, j'ose penser que Poilievre a un côté libertarien, mais je ne peux pas le dire. Je peux pas le dire. Si tu me poses la question, est-ce que Poilievre est libertarien? Je ne connais pas assez pour te le dire. Ouais. Je pense que oui, mais je ne suis pas capable de le voir. Mm-hmm. Est-ce qu'on... Bon, je connais peut-être un peu plus Éric Duhem que Pierre Poilievre, mais est-ce que, justement, lorsqu'on s'approche du pouvoir, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin? Oui. Ça? Ouais. Généralement, tous les bons... Trump a fait ça dans les 4 années qu'il était là, puis il va faire ça encore, cette fois-là. Tu sais, premièrement, c'est un démocrate. Trump est un démocrate. Donc, il va faire ça au centre. Il n'y aura pas vraiment d'extrême dans toutes ses décisions. Il va faire son spectacle. Mais, tu sais, je veux dire, le Parti conservateur, en ce moment, est un parti de centre. Il a l'air d'un parti de droite, parce que la gauche est tellement loin. Mais la réalité, c'est que le Parti conservateur d'aujourd'hui, c'est le Parti libéral de Jean Chrétien et de Paul Martin. C'est pas plus que ça. Je vois pas comment ça peut être différent de ça. Donc, il ne peut pas tellement bouger par rapport à ce qu'il est actuellement. Il est déjà au centre. Trudeau est tellement à gauche, est tellement perdu à gauche, qu'on va avoir l'impression qu'on s'en va à droite. Mais en fait, on est juste de retour au centre. Et Poilievre, il est pour la gestion de l'offre. Maxime Bernier est à droite. Oui, c'est ça. Oui, Poilievre est pour la gestion de l'offre. Oui, voilà. Donc, Poilievre, il est pour les barrières tarifaires. Il est pour la guerre. En réalité, c'est-à-dire, oui, c'est un conservateur. C'est pour ça qu'on l'aurait aimé ça. Parce que Jeff, il l'a invité plusieurs fois. Mr. White l'a invité plusieurs fois. Mais on voudrait le questionner sur certaines choses. Mais c'est-à-dire, on l'a pas. Moi, je suis un anti-guerre.
c'est ça, on l'a pas. On voudrait que c'était sur certains sujets pour voir le fond de l'histoire, mais on ne sait pas le fond de l'histoire. Moi, George W. Bush nous a embarqués dans une histoire de guerre après le 11 septembre. Et depuis ce temps-là, je ne veux plus jamais prendre parti pour quelqu'un qui nous amène en guerre. Plus jamais. Et l'histoire de la guerre, ça me... Puis je comprends, tout le calcul politique, ça m'énerve. C'est parce qu'il y a la crowd ukrainienne dans l'Ouest canadien, etc., etc. Donc, les Ukrainiens qui étaient vus comme les sauvages au Canada il y a 7, 8, 9 ans, et qui là, maintenant sont les chouchous, ça a viré bout pour bout. Donc là, maintenant, il faut qu'ils prennent position pour l'Ukraine. Ouais. Moi, je suis pas contre l'Ukraine, mais je ne suis pas pour l'Ukraine. Je veux pas que tu envoies mon argent en Ukraine. Je veux pas qu'on ait de la guerre. Je veux pas qu'on réveille les Russes avec des missiles longue portée. Je veux pas que, finalement, dans 5 ans, on soit obligé d'envoyer du monde là-bas se faire tirer ou se faire blesser. Ça m'intéresse 0, 0, 0, 0, 0. Je sais pas pourquoi. Maintenant, on dirait que notre société, j'ai entendu ça, tout le monde en parle en fin de semaine, on dirait que notre société est maintenant pro-guerre. Ah oui! Finalement, ils ont permis les missiles longue distance. Enfin, nous a dit le gars de la chaire Raoul d'Endurant. Enfin, on va pouvoir les bombarder. Oui, c'est une fun. Ouais, moi, je trouve pas ça le fun, ben. Moi, j'aime pas beaucoup ça. C'est-tu ton fils qui va aller sur le front en Ukraine? Oui, exact. Un jour? Ouais, je pense que dans ce temps-là, tu changes d'opinion un peu. Je pense. Merci. C'est le fun? C'est très le fun! Donc, je pense que je suis... regarde, tu me le dis. Est-ce que tu penses que je suis libertarien? Écoute, ce sur quoi tu termines cet entretien par rapport à la guerre, à mon avis, c'est profondément libertarien. Ron Paul était anti-guerre à l'époque. Tu sais, je veux dire, il était pro-légalisation. Tu sais, une des grandes figures du libertarianisme aux États-Unis, c'est Dread Pirate Roberts, Russell Brick, qui est en prison, qui avait créé Silk Road à l'époque, qui, lui, voulait une libre circulation de la drogue, mais de tout, tu sais, dans le sens... Et ben, regarde, si j'en suis un, c'est les autres qui me le disent. C'est pour ça que je posais un peu la question par rapport au web aussi, tu sais, dans le sens que le dark web permettait ça, ou permet ça, en tout cas, pour le meilleur et pour le pire, clairement aussi. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je pense qu'à l'époque de Silk Road, la règle, c'était que ça pouvait pas... il n'y avait pas de tueur à gage, il y avait pas. Je pense pas que tu pouvais vendre des organes non plus. Ouais. Même s'il avait dit, sauf erreur, si c'était juste de moi, oui. Mais c'était trop. Je m'aventure pas dans ces affaires-là. Ouais, c'est mais ça. Regarde, effectivement, j'ai toujours été étiqueté. C'est jamais moi qui le fais. Donc, il y a des milliers d'heures de podcasts, de radio traditionnels qui ont été faites. J'ai fait un paquet de choses. Je pense que depuis 1996, les gens savent où je loge. S'il y a une chose, c'est qu'ils peuvent trouver que je suis quelqu'un qui tient la ligne. Je ne suis pas une rivière qui se promène comme ça. Je tiens la ligne depuis toujours. Puis la base qui me permet de tenir une ligne aussi droite et aussi solide, c'est tout basé sur la liberté. Ça m'a fait extrêmement mal de voir les gens crier liberté tout le long tout le long de toutes les histoires qui est arrivées avec Choix à l'époque, quand est arrivée notre histoire, mais surtout par après, pendant la COVID, ça m'a fait énormément de peine. C'est comme une valeur qui est une des valeurs les plus importantes que beaucoup de monde sur la boule aimerait avoir, puis nous autres, on la ridiculise comme si c'était à peu près rien. Ça m'a fait énormément de peine. Simon Coutu, on sort point. Si jamais tu passes à Québec. Plaisir. Puis t'as autre chose. Dernière petite question. Est-ce que ce sont des jours heureux, justement, pour les libertariens, pour la liberté? Ben oui. Moi, écoute, Trump est là, Musk est là, la relève de ces gens-là, il y en a énormément. Vivek, Tulsi Gabbard, tu peux avoir Vance, tu peux avoir DeSantis. Ce sont tous des gens pour qui eux autres, la liberté, c'est des gens qui se sont publiquement et plus qu'une fois levés et décriés la censure. C'est une des choses primordiales de leur discours. Puis de la liberté de choix, etc., etc. Bon, il y en a qui vont dire « Ah, mais là, tu parles de gens qui parlent de l'avortement. » Justement, moi, l'avortement, regarde, j'embarque pas là-dedans. L'avortement, je suis pour la liberté de choix aussi. Je suis pour que les femmes fassent ce qu'ils veulent avec leur corps, OK? Donc, c'est assez clair. Un libertarien a des choses, c'est pas juste
là, mais pas là. Libertarien, il est partout, partout, partout. Et moi, j'essaie de l'être, mais je pense que c'est une très belle époque. Tu sais, je veux pas... Je pense que le début, ce qu'on voit de X, entre autres, ce n'est que le début. La super app qui est en train de monter, qui va devenir dominante, je pense qu'il va y avoir quasiment qu'un seul média qui va survivre si ça continue comme ça. Les autres s'ils veulent survivre, vont devoir suivre ce que Musk est en train de faire. Il va falloir qu'ils se libèrent de toutes les chaînes qui se sont imposées pour laisser le plus de liberté possible, le moins de censure. Regarde sur Blue Sky. Quelqu'un écrit « La COVID n'existe pas. Et un homme, c'est un homme. Un trans-homme, c'est une femme. » Boum! Blue Sky ferme le compte. Ça pourra pas, ça. Ça pourra pas. Ça, moi, je pense pas qu'il y a un futur à ça. Je pense pas que tu peux survivre dans la censure. Je pense que tous ceux qui vont prôner la censure vont finir par s'éteindre. Merci. Salut, bye. Simon Couture. Vas-y. Dernière question pour Simon. Vas-y. Je sais que ton père, c'est Alain Gravel. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus légué ton père? Parce que tu fais le même métier que lui. C'est quoi le Mais pourquoi vous n'avez pas le même nom de famille? Parce que je me cache. Non, c'est pas vrai. Je suis né comme ça. Je veux dire, j'ai le nom de ma mère, mes filles ont le nom de ma blonde. Je suis né comme ça. C'est ça. Donc, Alain, je suis né comme ton ça. père, c'est Alain Gravel? Oui. OK. Alain a été assez cassé avant, hein? Oui. OK, longtemps. Pendant que moi, j'étais à CJMT au Saguenay, souvent, c'était Alain Gravel Puis qui il a était fait là. Mes parents se sont rencontrés au Saguenay, en fait. Ah oui? À Jonquière. Ben, est-ce qu'il a été en ATM, les Ouais, deux? ouais, Les deux? ouais, OK. ouais. T'as-tu fait ATM? Non, Non, je fais t'as pas Picam. fait ATM. OK. Donc, vas-y. Non, mais ma question, c'est que, étant donné que tu fais le même métier que ton père, Ouais. qu'est-ce que tu as le plus appris de lui que tu continues de faire dans ton métier? La recherche, c'est le nerf de la guerre. La recherche, oui. Mais c'est du temps, hein? C'est ça qui m'a tout le temps dit. C'est la recherche. Puis la rigueur, là, mais tu sais, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. On en passe du temps à faire de la recherche. Puis c'est Qu'on vraiment passe ça. du temps. Ouais. Est-ce qu'il est heureux dans son nouveau rôle ou est-ce qu'il a avalé la pilule après la fin de son... Ah oui, ben son show va super bien. Là, il fait d'abord. Le show est très, très bon. Tu sais, c'est une revue de l'actualité de la semaine. Ça dure 2 heures le samedi. T'écoutes ça, t'as comme fait le tour. C'est-tu un genre de semi-retraite ou y es-tu... Non, il vient de sortir. Ben non, pas du tout. En fait, là, il est à... Tu sais, comme il rajeunit pas, là, mais tu sais, je veux dire, c'est un show de 2 heures à chaque semaine. Il vient de faire un podcast sur l'aide à mourir, qui est, selon moi, un des meilleurs trucs qu'il a fait en carrière, qui est excellent, puis sur audio. Donc, Je rêve de faire 2 heures par semaine. J'ai hâte de faire 2 heures par semaine. Est-ce qu'il va toujours travailler en vélo? Non. Oui, Oui? ben oui. Il travaille en vélo, son père. Ouais, moi aussi. Bon, ben regarde, Simon, c'est très gentil. C'est très fun de t'avoir choisi en passant. Ben, Donc, merci de l'accueil. Puis si jamais tu as un autre sujet, t'es le bienvenu. Cool. Ça fait plaisir. Donc, Simon Coutu, qui est, on peut le dire, tu es journaliste, documentariste, j'imagine. Donc, tout ça. Donc, à la pige, il fait quelque chose pour le magazine L'Actualité et ce sera sur le libertarien. C'est ça, le Libertarianisme. Le libertarianisme, voilà. Ouais. Ça, c'est un beau mot. Tu tournes toujours dans c'est des quoi? sujets que tu vas sortir des mots qu'on n'utilise jamais. Masculiniste. Le masculiniste, c'est toujours dur à dire. Donc, c'est Afro, c'est un bon mot. Tu sais, quand tu joues à Afro. exact. Voilà, c'est fait. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com